Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission Numéum KPMG sur le thème « La conquête des nouveaux territoires numériques ». On se retrouve dans quelques instants avec l'équipe KPMG qui va nous présenter justement cette étude. À tout de suite. Bienvenue à l'équipe de KPMG qui vient nous présenter l'étude à la conquête des nouveaux territoires numériques. Et pour en parler, nous présenter justement cette étude, nous recevons Stéphanie Ortega, associée chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Éric Lefebvre, associé de KPMG. Bonjour. Et Xavier Nifle, associé également chez KPMG. Bonjour. Stéphanie, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambition et la genèse de cette étude que vous avez menée et comment l'avez-vous réalisée ? Oui, alors il s'agit d'une étude inédite pour KPMG, le partenaire de Numéum, une étude de grande ampleur. Nous y avions consacré plusieurs mois. Nous avons mené une 60aine d'entretiens auprès d'éditeurs de logiciels, d'institutions, pour cerner les leviers de transformation numérique et également les atouts, les forces de nos acteurs du numérique, français d'autre part. Cette étude, elle sera publiée à la rentrée, en septembre prochain. L'étude, elle porte sur la dynamique de cet écosystème tech français, et en particulier celui des éditeurs de logiciels. Alors, on ne présente plus la French Tech, mais cette étude, elle vise à démontrer que la France peut devenir un leader du numérique mondial dans le domaine du B2B notamment. Alors, je parlais de la French Tech il y a quelques secondes. Elle représente pratiquement 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui et puis des levées de fonds en 2020 de l'ordre de 5,4 milliards. Mais on souhaite suivre ce prolongement, ces développements de l'évolution du secteur du numérique, suivre également les propositions, les plans d'action qui ont été présentés dans l'étude. Et nous allons donc mettre à jour cette étude sous la forme d'un observatoire à intervalles réguliers et réorganiser de telles émissions pour mettre en avant notre secteur et puis convaincre les utilisateurs, les donneurs d'ordre, d'opter pour des solutions made in France. Alors, il n'est pas nouveau que KPMG soit très actif au sein de l'écosystème du numérique en France, mais aussi à l'étranger, puisque vous accompagnez depuis de nombreuses années les entreprises de la tech dans leurs projets de croissance innovants. C'est bien ça ? Oui, exactement. On intervient à la fois en France et à l'international. Oui. Nous sommes une communauté, animée par ce secteur des technologies, des acteurs du numérique. Alors on vit la transformation de ce secteur, des éditeurs de logiciels, d'un modèle de vente de licences à un modèle tourné vers les services, des services innovants, plus sophistiqués, avec beaucoup plus d'échanges, d'interactions avec les clients. Alors ces services, ils sont à plus forte valeur grâce à l'analyse de données, on va le voir, et au développement des plateformes. Et notre industrie du logiciel en France, pour revenir à elle, elle a de nombreux atouts. Nous en sommes convaincus et un rôle très important à jouer dans la croissance durable et le progrès de la société. Nos acteurs du numérique français, on va le voir, sont vraiment au cœur de cette dynamique et c'est ce qui nous anime vraiment. Alors la France est devenue une start-up nation, on peut le dire, et nous avons l'ambition commune avec Numéum d'accompagner les acteurs du numérique français à la conquête de nouveaux territoires du numérique, en suscitant des alliances, des partenariats au sein de l'écosystème pour agir au service d'un numérique responsable pour les entreprises, la société et notre planète. Alors Xavier Nifle, vous êtes également, je le disais tout à l'heure, associé chez KPMG. Quels sont les leviers de cette transformation numérique ? Je dirais que les leviers sont nombreux, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on observe un certain alignement des planètes au sein de l'écosystème français. Tout d'abord, la crise sanitaire a profondément bouleversé les usages numériques. Je ne parle pas seulement des nouvelles façons de travailler, mais on a tous adopté des nouveaux usages, notamment en matière d'éducation, de santé ou de consommation. Et ces nouveaux usages sont possibles et ont pu émerger parce que la technologie est aujourd'hui mature. Et la technologie permet d'adresser de nouveaux besoins, par exemple la traçabilité avec la blockchain ou la prédictabilité avec l'intelligence artificielle. Et ceci n'est disponible et n'est possible que parce que les données sont aujourd'hui disponibles en quantité. On parle, vous le savez, de nouvelle or noire du XXIe siècle. Et la donnée, finalement, elle n'est pas disponible que pour les entreprises. Notre pays regorge de statistiques sur les thèmes que j'abordais, santé, éducation et puis la consommation.
Alors il y a aussi une prise, on est dans une période où il y a une prise de conscience maintenant depuis quelques années sur les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Et tous ces enjeux-là peuvent finalement aussi être adressés par le numérique. Exactement. Et c'est finalement une vraie chance pour la planète, parce que c'est grâce à la technologie que nous pourrons apporter une réponse efficace à la surconsommation. Et puis enfin, je voudrais rappeler que notre pays dispose de compétences scientifiques reconnues partout dans le monde, propose également des fiscalités encourageant l'innovation. Et donc, je conclurai par dire que le terreau est aujourd'hui très fertile pour faire émerger des leaders européens du numérique. Éric Lefebvre, quelles sont les faiblesses qui restent encore à dépasser? On a vu tout l'aspect positif, il y a forcément encore des axes d'amélioration. Quels sont encore les verrous à faire sauter pour que les atouts des éditeurs leur permettent véritablement de devenir des champions du numérique? Alors c'est vrai qu'il y a des faiblesses dans l'écosystème qui constituent encore des freins à la croissance rapide des éditeurs de logiciels français. Alors ces freins, ils sont connus, les solutions le sont aujourd'hui. Je citerai quelques exemples bien connus. L'insuffisance de la culture du marketing en France. C'est vrai qu'on est en retard par rapport aux États-Unis ou par rapport aux autres pays européens. Donc je dirais que là, la solution, elle est simple. Les talents, il faut aller les chercher là où ils se trouvent, notamment aux États-Unis. Sur la dimension internationale, on est aussi toujours un petit peu faible en France. Alors je crois qu'au contraire, il faut naître avec un ADN international, il faut aller rapidement à l'international et aller finalement où sont les marchés. Et enfin, c'est une troisième idée également qu'on entend, c'est que les pouvoirs publics et parfois les grands comptes ne sont pas assez consommateurs, pas assez friands de solutions logicielles françaises. Là aussi, je crois que les éditeurs peuvent s'adapter, savoir se faire référencer à la commande publique. Certains y arrivent, voilà. Alors, à contrario, on pourrait également considérer que les pouvoirs publics pourraient peut-être adapter davantage leurs appels d'offres aux capacités des éditeurs français. Alors, au cours de la soixantaine d'entretiens cités précédemment par Stéphanie, vous avez également identifié des nouveaux axes de développement. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, c'est vrai qu'on a, autour de ces entretiens, on a entendu aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Le premier, c'est la collaboration. Je pense qu'aujourd'hui, les éditeurs entre eux doivent davantage se coordonner, davantage se fédérer. C'est vrai aussi des éditeurs et des intégrateurs. Je pense qu'il faut également raisonner au niveau européen, créer des écosystèmes dynamiques. C'est ce qu'on observe aujourd'hui de plus en plus. Je crois que deuxième élément de réponse, comprendre les usages et les comportements. Alors c'est vrai, je crois que les éditeurs français, depuis maintenant une dizaine d'années, ont compris cela, mais je crois qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être vraiment customer-centrique, c'est-à-dire arriver à piloter, à suivre et à améliorer la relation avec le client, interagir avec le client, créer une véritable satisfaction et être capable de la faire progresser. Et enfin, je crois qu'il faut être sélectif sur les investissements que l'on fait, c'est-à-dire investir là où la France n'est pas trop en retard, voilà, être assez malin, assez sélectif, parce que l'argent est là même en abondance, certes moins qu'aux États-Unis et en Chine, donc soyons sélectifs et ça marchera bien. Voilà. Alors merci à tous les trois de nous avoir présenté cette étude à la conquête des nouveaux territoires numériques. On se retrouve dans quelques instants avec le débat des acteurs du numérique justement et nous allons aborder le thème: quelles solutions innovantes apportent aujourd'hui les acteurs français du numérique pour répondre aux enjeux de maîtrise des données du secteur public à la fois mais également du secteur privé. Merci à tous et à tout de suite. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Comé-Fregnault. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes VP France, Benelux et Africa Middle East chez OVH. Je reçois également Stéphanie Percher, directrice des opérations chez SAP. Bonjour Stéphanie. Sébastien Viou, vous êtes consultant cyber-évangéliste chez Stormshield. Bonjour. Bien. Et je reçois également Pierre Casanova, Chief Revenue Officer chez Content Square. Salut Julien. Bonjour Pierre. Caroline, première question. On a l'impression d'abord que le cloud européen n'existe encore pas vraiment. Que fait OVH et que faites-vous pour y remédier ? Alors, OVH Cloud est la preuve que ce cloud existe. Ce cloud, il existe aussi bien au niveau de ce qu'on appelle du IaaS, donc la partie infrastructure. Et nous-mêmes, nous proposons des solutions de type private cloud, public cloud. D'ailleurs, nous avons été reconnus l'an dernier par Forrester en tant que leader sur ce marché en Europe.
Mais au-delà de ça, on propose aussi des solutions de type PaaS. Et récemment, on a annoncé une sortie d'offre qui s'appelle WebPaaS, dans laquelle on travaille avec Plateforme.sh, autre acteur français, pépite française, donc dans le développement des solutions pour la mise à disposition de sites web. Et au-delà encore, on a un écosystème riche de partenaires avec lesquels on travaille sur la partie logicielle des éditeurs de type SaaS, qui permettent d'offrir à des clients des solutions de type SIRH, réseau social d'entreprise, par exemple Jamespot, cybersécurité avec Tetris. Donc on a tout un ensemble de solutions en Europe, en France et en Europe, qui existent et qui permettent de répondre aux besoins de SaaS, de cloud et de IaaS de l'ensemble des entreprises européennes. Alors dans ce contexte, quel est selon vous le rôle que doit jouer Numéum à l'avenir ? Numéum a un rôle important à jouer parce qu'aujourd'hui, on voit bien que cet écosystème, il est fragmenté, éclaté, face à des grands acteurs américains qui occupent toute la chaîne de valeur du cloud et qui ont des moyens en termes de marketing qui sont colossaux. Donc aujourd'hui, il faut communiquer sur l'existence de cet écosystème pour créer de la confiance et montrer qu'il y a des alternatives qui sont possibles en Europe à travers cet ensemble d'acteurs qui sont bien présents. Alors Stéphanie Perchet, il n'est pas nouveau que la donnée soit la clé de voûte de l'entreprise. C'est pas un nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs années. De quelle manière aujourd'hui, au-delà d'être important, il est nécessaire, la donnée est devenue nécessaire et vitale pour les entreprises? Alors évidemment, on assiste à une explosion du volume des données. Alors on a des données transactionnelles, des données opérationnelles, des données en temps long ou en temps réel, mais on a aussi des nouvelles origines de la donnée. J'en veux pour preuve les capteurs, tout ce qui est IoT, mais aussi tout ce qui est feedback client ou citoyen, et encore une nouvelle origine très intéressante, donc toutes les données issues des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc on se retrouve avec des data lakes, je dirais gigantesques. On peut le voir comme un challenge. Comment j'appréhende, on peut le voir aussi comme une opportunité. Nous, chez SAP, on a choisi de le voir comme une opportunité avec l'idée d'articuler ces données et de les faire rentrer dans des processus d'entreprise pour évidemment améliorer l'intelligence et l'agilité des entreprises. Donc c'est essentiellement la mise en place de nouveaux indicateurs, par exemple liés au développement durable, grâce à la donnée qu'on va récolter au travers de données hétérogènes, j'ai envie de dire, au travers de plusieurs capteurs et de plusieurs origines. Ouais. Alors, Pierre Casanova, en quoi l'analyse de données à grande échelle, les solutions que vous proposez vont être à la fois source de progrès et permettre une croissance plus vertueuse? Source de progrès, croissance vertueuse, on va être modeste déjà. Chez Content Square, on fait des solutions de technologie, on ne soigne pas le cancer. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de contribuer à des expériences digitales qui marchent mieux. Que vous soyez sur le web, que vous soyez sur un mobile avec une application. Aujourd'hui, c'est devenu nécessaire, que vous soyez jeune ou moins jeune, d'avoir ces applications et ces sites web qui fonctionnent. Des sites web qui fonctionnent et des applis qui fonctionnent, ça veut dire quelque part un service qui est mieux rendu. Et donc derrière, dans la vie quotidienne, ça veut dire qu'il y a un impact direct de cette qualité d'expérience digitale sur la qualité de vie des gens. C'est pour ça qu'avec Content Square, on a inventé une solution il y a quelques années de ça qui permet, à partir du comportement de millions d'utilisateurs, de comprendre ce qui marche pas, ce qu'il faut changer sur un site ou sur une appli pour qu'elle s'améliore. Et une des idées qu'on a eues, par exemple, il y a un peu moins d'un an, en achetant une start-up française qui s'appelle Adapt Mon Web, c'est de se dire, c'est quand même désormais clé dans le monde d'aujourd'hui d'avoir accès au web et d'avoir accès à ça. Et on s'aperçoit qu'il y a à peu près 12% des gens sur la planète qui n'ont pas un accès complet au web, soit parce qu'ils ont des problèmes de type, par exemple, la dyslexie, soit parce qu'ils ont des déficiences visuelles. Et donc, aujourd'hui, on travaille aussi pour un web plus accessible à travers ces solutions-là. Qu'on a intégré à Content Square, ce qui nous permet, au-delà de notre cœur d'activité traditionnel, à savoir améliorer les sites, de les rendre accessibles à plus de personnes dès aujourd'hui. Alors Sébastien Viou, on parle là de la donnée. Est-ce qu'on est suffisamment armé en France pour protéger la donnée? Alors c'est vrai qu'en France, je pense qu'on est à un niveau de maturité très bon en matière de sécurité. On le voit à travers la réglementation. D'une part, on a la LPM qui est sortie en 2014 en France, qui est assez vieille, entre guillemets. On est largement en avance sur ce sujet, puisque le règlement Nice européen reprend une grande partie de ces règles, alors que nous, on les avait déjà. On a des écoles, on a des ingénieurs de qualité, on a l'ANSSI qui pousse énormément et qui fait un travail exceptionnel. On a évidemment de très belles entreprises, pas que Storm Shield, on a Walix, on a
Olfeo, on a VD Secure, on a WooDrive, on a évidemment OVH, 3DS qui font également de la sécurité. Et on a des solutions qualifiées par l'ANSSI pour protéger nos systèmes critiques, nos systèmes sensibles et le potentiel scientifique de la nation. Donc oui, je pense qu'on est quand même pas mal armés. Alors, malheureusement, les attaques et les cyberattaques ponctuent l'actualité au sein des médias. Comment est-ce que les acteurs français peuvent faire face à ces attaques-là ? Alors, vous faites sûrement référence aux différentes attaques de ransomware qui consistent à chiffrer les données et à demander une rançon pour les déchiffrer. Et au-delà de ça, en ce moment, qui aussi volent ces données en même temps avant de les chiffrer et ensuite rançonnent la divulgation de ces données. Donc on a affaire à un double problème. Je pense qu'on a, sur toutes les solutions que je vous ai citées, on a la capacité à se prémunir de ces attaques en France. Et j'intégrerai aussi à la réflexion tous les intégrateurs, les opérateurs, les sociétés de conseil qui jouent un rôle très important et qui sont nos partenaires. Et on a la capacité à protéger l'ensemble d'un système d'information, aussi bien IT de gestion ou IT industriel. Aujourd'hui, on sait le faire. Par contre, c'est vrai qu'il faut un peu de moyens, il faut y passer du temps, il faut de la volonté, mais je pense qu'il y a une prise de conscience collective et c'est en train de progresser très, très rapidement. On a gagné en maturité, c'est ce que vous disiez aussi. Stéphanie Perchet, quels sont les objectifs de la data et comment ça a changé votre métier ? Alors moi, en tant que directrice des opérations, j'ai besoin de la data. On vise l'excellence opérationnelle, donc chez SAP France. Et en l'occurrence, j'ai à disposition énormément de reporting. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de casser les silos et d'aller chercher de l'intelligence en connectant ces données et en les articulant. Par exemple, je vais avoir les résultats des ventes actuelles. Je vais avoir aussi rapidement un reporting sur la formation des sales, des vendeurs. Un reporting sur les frais de déplacement, par exemple. Et in fine, je vais obtenir un reporting sur la satisfaction client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des ponts entre ces données hétérogènes et de dire, OK, comment je crée de l'intelligence, comment je crée une relation de causalité, ou en tout cas, je vais chercher de la donnée sur quand le client est content, est-ce que c'est parce que le vendeur est bien formé ou pas assez formé. Bref, tout ça, créer des ponts entre ces silos pour pouvoir prendre des décisions plus agiles et j'ai envie de dire plus intelligentes. Mettre en place des processus basés sur des best practices, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc, et en l'occurrence, tout ce processus de désilotage de la donnée, d'articulation, c'est quelque chose qui est très important pour nos clients et on le met en œuvre, nous, dans notre solution SAP S4HANA, dans notre ERP, où on va aller chercher l'intelligence de l'exploitation de la donnée pour la mettre dans des processus métiers et permettre aux entreprises d'être plus agiles. Alors Pierre Casanova, Stéphanie disait qu'il faut casser ces silos, casser ces frontières. Comment on peut arriver à casser davantage ces frontières entre l'informatique traditionnelle, les plateformes digitales, et puis au sein des entreprises ? Déjà, je pense qu'il ne faut pas les opposer. On a bien vu depuis maintenant une bonne quinzaine d'années que la French Tech, en France en particulier, parce qu'elle irrigue aussi tout l'écosystème des entreprises françaises, permet beaucoup de communication entre, je ne sais pas, un Orange, un Total, et puis par exemple une boîte comme Content Square. Ces entreprises-là sont nos clients. On voit déjà beaucoup d'évolution chez eux en termes de maturité autour du numérique. On voit qu'ils prennent des équipes qui sont parfois des équipes réseau et qu'ils les forment sur ces nouveaux métiers du numérique. Et donc nous, on essaye modestement de contribuer à ça à travers des outils comme Content Square. J'aime pas bien opposer les grandes entreprises et les entreprises de la tech parce que déjà c'est un environnement ultra vertueux. Dans l'histoire de Content Square, par exemple, une boîte comme Oui SNCF a été clé dans le développement de la boîte, dans sa capacité à investir avec nous sur des projets de R&D. Donc ça prouve aussi que ces gens-là sont capables d'une capacité d'innovation qui motive énormément les équipes en interne parce que évidemment la guerre pour les talents, elle est quand même ultra active sur le marché aujourd'hui. Et donc, c'est bien qu'il y ait une communication comme ça qui se fasse. Après, il y a des super initiatives. Les initiatives de la French Tech en particulier, du Next 40, permettent de donner une visibilité qui permet justement à cet écosystème de la tech française d'être de plus en plus en contact avec les grands groupes. Alors, Sébastien Vuou, on le voit, la donnée est exponentielle au sein des entreprises. Comment on peut s'assurer de cette sécurisation des données ? Ouais, c'est un vaste sujet de s'assurer de la sécurité. Sur la donnée, on va avoir les trois grands principes de sécurité, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Si on reprend le cas du ransomware, donc il s'attaque à la fois à la disponibilité, puisqu'il va chiffrer et rendre indispo vos données, et à la confidentialité, c'est les deux piliers qui sont attaqués. Sur la dispo, on a des acteurs de la sauvegarde qui vont nous aider, des acteurs du cloud aussi. Après, sur la question de la confidentialité, qui est très importante, notamment avec le RGPD,
le règlement de la protection des données personnelles. Je pense que le point essentiel, c'est la technologie essentielle, ça va être le chiffrement. Le chiffrement apporte beaucoup de solutions de ce côté-là, tant qu'il est maîtrisé, évidemment. Alors, qui peut garantir, se porter garant que ce chiffrement va être fiable ? Alors, ça c'est aussi une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffrement fiable ? C'est un chiffrement dont on maîtrise la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va maîtriser la génération de la clé, on va maîtriser le stockage de la clé, l'utilisation de la clé, on va maîtriser l'algorithme et on va maîtriser l'implémentation de l'algorithme. On a eu des cas de backdoor, je pourrais les citer, ils sont publics, chez Netscreen il y a quelques temps, chez CryptoAG en Suisse, des backdoors introduits par la NSA et la CIA, pour ne pas les citer, qui permettaient qui rendait l'algorithme faible et qui permettait de déchiffrer les données à la volée. Ça, c'est le premier point, donc avoir des algos et l'ensemble de la chaîne maîtrisée. Là-dessus, il y a un vrai travail avec l'ANSSI qui est fait, qui permet de qualifier les solutions de chiffrement, comme celle de Storm Shield d'ailleurs, et qui permet d'éviter ces backdoors. On a aussi des sujets à venir qui vont être la résistance de ces algos de chiffrement aux futures solutions de déchiffrement quantique qui vont utiliser des ordinateurs quantiques pour casser le chiffrement. Et puis, dernier point, l'utilisation massive du SaaS avec Google Suite, Office 365, où toutes les données partent sur votre Google Drive, dans vos mails, etc. Et puis là, ils sont sur des opérateurs américains qui sont soumis au Cloud Act. Alors, même si les data centers sont en France, ça n'empêche pas de lire les données. Et comme c'est eux qui gèrent les clés, là, vous avez un problème, c'est que vos données sont... Donc nous, notre travail, ça va être de récupérer la maîtrise de cette chaîne de chiffrement et de ces clés pour garantir la confidentialité de vos données. Alors Caroline, justement, on parlait de la nationalité. Au-delà de ce sujet de nationalité avec lequel on parle souvent de OVH Cloud, comment vous vous différenciez ? Quels services vous allez aussi apporter par rapport à d'autres hébergeurs ? Tout d'abord, un point important que vient de mentionner Sébastien, c'est vrai que ce n'est pas parce que les données sont hébergées en Europe qu'elles ne sont pas soumises au Cloud Act ou à FISA, qui sont des lois extraterritoriales américaines. Et donc c'est important que le siège de l'entreprise soit en Europe pour garantir vraiment l'application de la RGPD. Mais alors est-ce que ça suffit finalement de mettre ces data centers en Europe ? Non, justement non. Le siège de l'entreprise qui exploite ces données est important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'annonces récemment. Vous avez peut-être suivi au mois de mai, l'État notamment a annoncé sa doctrine qui déjà est en mouvement fort vers le cloud. Par défaut, les nouveaux projets de l'État seront en mode cloud. Mais aussi l'exigence vis-à-vis de la qualification Secure Cloud portée par l'ANSSI qui permet de garantir cette protection vis-à-vis des lois extraterritoriales. Et d'ailleurs, c'est une démarche que nous avons engagée et nous avons obtenu la qualification en début 2021. Alors, notre engagement, il ne se limite pas effectivement à la partie souveraineté. On a un enjeu sur l'emploi, on l'a vu dans l'étude qu'on avait faite avec KPMG, donc nous aussi c'est de la création d'emplois. À travers notre modèle industriel sur lequel je reviendrai, on gère de bout en bout la chaîne de production, de la production des serveurs jusqu'à l'exploitation des solutions software. Donc on a nos usines, c'est ce qui crée des emplois, mais on crée aussi des emplois à valeur de type développement. Donc ça c'est l'engagement économique en France. Au-delà de ça, on s'engage aussi sur l'aspect environnemental. C'est un sujet extrêmement important sur tout ce qui est cloud et data center, puisqu'il y a énormément de consommation d'énergie. Et donc, notre modèle est basé à la fois sur la production des serveurs, et donc ça veut dire derrière un recyclage de l'ensemble de nos serveurs, qui permet de leur donner une deuxième, une troisième vie. Donc ça, c'est un élément important. Et également, la technologie de refroidissement, qui est le water cooling, qui nous permet d'utiliser quasiment pas d'air conditionné. Et donc ça, c'est un point très fort qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un power usage efficiency très bas, et donc une utilisation... C'est dans la démarche RSE, finalement. Exactement. Et d'ailleurs, on a pris des engagements pour 2025 en termes d'impact carbone, d'utilisation des énergies 100% renouvelables et de recyclage complet des éléments qui constituent les serveurs. Donc voilà. Alors Stéphanie, on le voit, on parle là de cloud, de data, de connectivité. Finalement, quel va être le rôle de l'hybridation et de l'interopérabilité des systèmes dans cette utilisation de la data ? Alors chez SAP, on a choisi de laisser justement le client décider s'il veut du on-prem ou du cloud, qui soit privé ou public. Ce qui fait qu'on a donc des systèmes plutôt hétérogènes et il va falloir rendre possible l'hybridation de ces systèmes, qui est d'ailleurs une des thématiques importantes pour les DSI, mais pas seulement les DSI. Donc, chez SAP, on propose une plateforme, la BTP,
Business Transformation Platform, qui va permettre aux clients donc, de collecter la donnée, de la stocker, évidemment, de l'analyser, de déterminer les tendances, et derrière, de prédire et d'agir. Va permettre donc de déployer des nouveaux processus dans l'entreprise, mais aussi de coder, on va dire, des nouvelles applications qui va aller on top des processus de l'entreprise ou de l'ERP, par exemple SAP. Et d'ailleurs, l'hybridation pour nous est un sujet très important qui va être présenté lors de la convention USF. C'est la convention des utilisateurs SAP, le club utilisateur SAP, qui aura lieu le 6 et le 7 6 et 7 octobre à Lille. Donc je vous engage et je vous invite à vous inscrire. Alors, on a parlé dans cette émission de la place de l'Europe. SAP est leader mondial du logiciel. Vous êtes né en Allemagne, vous êtes la première capitalisation boursière dans ce même pays. SAP promeut l'émergence. Et comment, justement, SAP promeut l'émergence et soutient la croissance d'acteurs européens? Alors évidemment, vous le savez, SAP est d'origine allemande, évidemment européenne. Et on travaille énormément avec, on va dire, un tissu local. Déjà, nous, en interne, on favorise le développement, la R&D locale, puisque, par exemple, en France, on a le SAP Labs, qui est un des premiers labs au monde de R&D, et qui emploie 1000 développeurs, qui développent aussi bien sur l'intelligence artificielle que sur l'analytics, comme vous, le Web Analytics, donc c'est un sujet intéressant. Donc on a 1000, donc comme vous le disiez tout à l'heure, on crée des emplois en France, aussi par notre croissance externe, puisqu'on va acquérir des startups ou des PME locales. J'en veux pour preuve Recast, qui fait du chatbot, ou Contextor, qui fait la RPA, qui sont donc des entités locales, européennes, françaises, que SAP a acquises pour compléter notre offre à nos clients finaux. Par ailleurs, on a un écosystème très varié en Europe. On travaille d'ailleurs très bien avec OVH sur la partie infrastructure, sécurité. On a plusieurs sujets en cours, notamment pour héberger notre ERP S4. Nos clients sont très intéressés par cet accord avec OVH. Mais aussi la façon dont on aborde les startups. Les startups locales, on a créé un incubateur de startups qui s'appelle SAP.io, qui va aider les startups dans 3 sujets. La levée de fonds, leur croissance, donc en France ou sur le marché européen, en leur ouvrant par exemple nos livres, nos clients, et la dernière partie en leur mettant à disposition des outils de développement où ils vont développer sur des outils SAP qui vont être plugués, ajoutés, par exemple un TrustSpare, une entreprise qui fait de la réconciliation d'IBAN, qui est déjà intégrée à notre offre ERP SAP S4HANA. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est très actifs sur le marché européen et on trouve que c'est une bonne initiative, nous, franco-français. Alors Pierre Casanova, on parle de l'Europe, on parle de la France. Si on fait un focus sur le Next 40, quels sont ces enjeux, quelles sont les opportunités du Next 40 et pourquoi l'avoir créé? Alors, ça a été créé par le gouvernement. C'est une super initiative parce que ça permet à 40 startups, puis en fait 120, parce que derrière, il y en a en fait 120, et il y a un petit groupe qui s'appelle le Next 40, d'améliorer leur visibilité. Toutes ces startups-là ont un challenge principal, qui est un challenge de croissance des équipes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut recruter assez vite des gens suffisamment talentueux pour accompagner le développement de ces entreprises-là? Et il y a eu un effort de visibilité énorme qui a été fait grâce au Next 40. Merci aux médias, merci le gouvernement là-dessus, pour arriver à faire en sorte que nous, petites startups qui grandissons, ayons la possibilité de capter ces talents qui, traditionnellement, allaient, il y a encore 10 ou 15 ans, plutôt dans les grands groupes. Et c'est super intéressant de voir ce changement aujourd'hui dans l'attitude des jeunes dès la sortie de l'école, qui ont vraiment aspirent beaucoup à des projets qui ont du sens, à des structures dans lesquelles ils vont avoir des responsabilités, à des croissances de carrière qui sont évidemment pas gérées simplement par des organigrammes, mais aussi simplement par des gens et par des équipes ultra-humaines, qui est un environnement clairement aujourd'hui qui est peut-être beaucoup plus l'environnement des startups que des grands groupes. C'est pour ça que des initiatives comme Next 40 sont super en termes de visibilité pour nous. Et alors vous-même, vous avez un grand succès, notamment auprès des investisseurs. Quels sont finalement, comment vous l'expliquez, ce succès auprès des investisseurs? Je pense que le succès auprès des investisseurs, c'est que la conséquence d'un succès sur le marché, et que le succès sur le marché, c'est en fait la conséquence d'un succès qui est lié d'abord à un produit, parce qu'à la fin, on est une boîte de tech, donc à la fin, hors du produit, point de salut. Donc il y a à l'époque une idée formidable. Comment est-ce que je peux comprendre mieux ce que font les internautes sur un site en respectant les lois sur la privacy et leur évolution dans le temps, et puis permettre d'améliorer ces sites-là? Derrière un produit, en fait, on pense que la tech, c'est de la tech, mais en fait, la tech, c'est des gens, quoi. Oui.
Donc il y a vraiment eu cet aspect équipe qui est vraiment essentiel, qui fait que quand on est un investisseur aujourd'hui, on regarde évidemment un business plan, mais beaucoup plus que ça, notamment en early stage, on regarde les équipes. Est-ce qu'elles ont la passion, est-ce qu'elles ont l'envie, est-ce qu'elles ont une motivation qui va leur permettre, pendant leur vie de start-up, de pivoter 2-3 fois et autour d'un business plan qui, d'habitude, est relativement différent à la fin de ce qu'on pensait au début. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'aller chercher des commandes publiques en France et comment on s'exporte à l'international ? Je mets les pieds dans le plat. Non, c'est pas facile du tout. Ça a été plus facile pour nous d'aller en Angleterre, d'aller aux États-Unis, d'aller en Allemagne. L'international est plus facile que le secteur public. Si je regarde la taille des marchés allemands, anglais, britanniques en tout cas et américains dans le chiffre d'affaires de Content Square par rapport à la taille du secteur public, factuellement, c'est plus facile d'aller à l'étranger que d'aller dans son propre pays dans la demande publique. Pourtant, c'est la moitié du PIB. Donc, il y a des freins. Bon, alors, par contre, être certifié UGAP comme les Content Square, c'est extrêmement important pour nous. Ça accélère ce type de discussion-là. Mais on voit en effet que c'est pas ultra simple. Il y a encore des freins à lever pour faciliter. C'est terrible à dire. Julien, il a fallu le Covid pour qu'on puisse enfin accéder à des projets gouvernementaux et s'apercevoir qu'en effet, on peut améliorer la page d'accueil du site Covid, diminuer les taux de sortie d'à peu près 30% simplement grâce à Content Square, faisant les bons changements sur cette page pour qu'elle soit plus performante. Alors, Sébastien Viou, on le voit dans l'actualité, là aussi, la France et l'Europe se sont engagés dans le développement de l'économie, sur la cybersécurité, afin de créer vraiment des entreprises de grande envergure dans la cybersécurité, à la fois sur le plan national et sur le plan européen. Est-ce que finalement, on a mis d'ores et déjà suffisamment de moyens pour aller atteindre ces objectifs-là ? Et est-ce que derrière, il y a aussi la question de la souveraineté qui pointe derrière ? Oui, forcément. Il y a forcément la souveraineté. On l'a vu récemment avec les rachats de quelques entreprises, quelques startups françaises par des Américains. Ça pose question. Non, il n'y a pas assez de moyens. C'est-à-dire que nous, quand on met 1 euro, alors il y a France Relance, avec un petit milliard pour la Sécu. Il y a une initiative européenne avec 6 milliards, mais c'est sur 5 ans. Bon, il faut savoir qu'une start-up américaine, quand elle lève, c'est 200 millions. Donc avec nous, c'est 20 millions en tirant très fort. Donc ça pose des problèmes en termes de marketing, ça pose des problèmes en termes de capacité de développement. C'est pas évident. Après, il faut attendre de voir le résultat de ces... Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas encore les moyens d'avoir des acteurs cyber sur le plan mondial. Et puis, alors, c'est lié aussi au marché. Vous parliez chez Content Square, d'être allé en UK et aux US. Bon, nous, en cybersécurité, c'est quand même pas la peine d'essayer. On vendra quasiment rien quand on est français aux US. C'est très, très dur. Ils sont très protectionnistes là-dessus. D'ailleurs, ils ont des engagements. L'America's Buyer Act, c'est privilégier les solutions américaines, notamment dans les achats gouvernementaux. On aimerait bien voir la même chose chez nous. On a un marché qui est très morcelé en Europe aussi. C'est-à-dire qu'aller en Allemagne, c'est pas facile. Aller en Espagne, c'est pas facile. Aller en Italie, c'est pas facile. Si on prend l'échelle européenne, finalement, tout le monde reste dans son pays. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et on n'arrive pas à créer un gros leader européen avec des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est très difficile. Puis même en France, on essaime un petit peu. C'est 1 million par-ci, 1 million par-là. Et honnêtement, on ne fait plus rien. Même si pour terminer cette table ronde, on a quand même autour de la table quelques acteurs qui ont de beaux enjeux et une belle présence à l'échelle européenne. Chez Stormshield, on arrive quand même à faire des belles croissances tous les ans. Depuis 3 ans, on accélère très fortement. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a c'est un peu comme en écologie et dans l'achat de produits locaux, etc. On a un cercle vertueux à développer avec les acheteurs, avec les entreprises, avec nos clients. Nous, notre rôle, c'est de faire des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Et évidemment, ça sera difficile d'être au niveau des Américains, mais au moins de faire des solutions adaptées en termes d'utilisation et de performance. Et eux, de jouer le jeu, de nous aider à nous financer en achetant nos solutions. C'est un cercle vertueux à mettre en œuvre. Et le seul sous-ensemble viable, il est au niveau européen, il n'est pas au niveau français. C'est ça, il faut qu'on arrive à escalader. Il n'y a pas la masse critique nécessaire, probablement. Il faut qu'on arrive à atteindre cette masse critique. Il faut que ces différents marchés fassent émerger leurs écosystèmes. C'est l'objectif de Gaia X, mais pour l'instant... Mais il faut en effet cette coordination européenne. Bien, encore du travail. Ça augmente, nous on sent que ça monte en Europe, parce qu'on est présent sur Italie, Espagne, États-Unis, Allemagne et Pologne, et on sent que ça croît. Enfin. Donc, on a bon espoir. On tient le bon bout, exactement. Merci à tous, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions pour cette table ronde, pour ce débat des acteurs du numérique sur le thème « Quelles solutions innovantes apportent aujourd'hui les acteurs français du numérique ?» pour répondre aux enjeux de maîtrise des données, à la fois du secteur public et du secteur privé. On se retrouve dans quelques instants avec la keynote de Stanislas de Rémur de WhoDrive. À tout de suite.
Bienvenue à la keynote pour laquelle je reçois Stanislas Derémur, CEO de WhoDrive. Bonjour Stanislas. Bonjour Julien. Stanislas, que représente pour vous aujourd'hui le cloud européen ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de cloud européen parce que lorsque vous voyez que OVH aujourd'hui ne représente que même pas 1% du cloud mondial, c'est compliqué de se dire qu'il y a un cloud européen. Je parlerai plutôt de cloud nationaux. Donc il n'existe pas vraiment, c'est ça ? Alors il existe, mais il est extrêmement marginal par rapport au cloud qu'on peut voir aux États-Unis ou en Chine. Où par exemple aux États-Unis, les 6 plus gros Américains gèrent 70% du cloud mondial. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles. Il y a un cloud européen, mais j'ai envie de dire qu'il est encore en phase de développement embryonnaire. Ce que vous dites là aussi, c'est que finalement les initiatives ne suffisent pas. On parle de l'ANSSI, on parle de Gaia X. Ça ne suffit pas encore à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. L'ANSSI fait aujourd'hui un travail exceptionnel pour essayer de repositionner le cloud européen sur ce qu'on appelle la donnée de confiance. Ouais. Gaia X, c'est un petit peu différent. Alors tout d'abord, je dirais qu'avoir une initiative franco-allemande, ça ne peut être que positif au départ. Le seul problème, et c'est souvent le cas en Europe, c'est qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Et en faisant plaisir à tout le monde, en fin de compte, on n'a que des déçus. Et c'est un peu le sujet avec Gaia X. C'est-à-dire qu'on aurait dû, dès le départ, se rassembler entre Européens, discuter sur nos besoins et aboutir à un projet. Le problème, parce qu'on voulait encore une fois faire plaisir à tout le monde, on a invité tout le monde autour de la table, ce qui, au final, aboutit à un projet européen qui n'est plus vraiment européen, parce que là, il y a même eu des Chinois maintenant qui sont rentrés dans le consortium. Donc j'ai envie de dire que Gaia X est plus un projet mondial qu'un projet européen. Alors on a évoqué au cours des tables rondes les marchés publics. Comment on peut flécher davantage les marchés publics à se diriger vers des entreprises françaises, des entreprises européennes ? Alors, il y a aussi dans ce domaine deux sujets. Quand on regarde ce qui s'est passé avec SpaceX, on a bien vu qu'en quelques années, 5 ou 6 ans, les États-Unis étaient capables de reprendre le leadership par rapport à Ariane Espace. Ouais. Pourquoi ? Par des contrats et par des subventions. En Europe, on a un problème, c'est le rôle de la concurrence. C'est-à-dire que comme on respecte de manière très fléchée ou de manière très étroite les règles de l'OMC, on ne peut pas privilégier des Européens par rapport aux non-Européens. Mais il y a une petite législation qui nous permettrait de le faire, ça s'appelle le droit de l'exception. On pourrait très bien décider que le numérique en Europe devient stratégique et qui bénéficie de cette exception. Et qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ? On serait capable de pouvoir dire, comme aux États-Unis, comme en Chine, par exemple, que 40% des contrats publics sont réservés aux sociétés européennes. Ça permettrait de pouvoir enfin avoir une industrie, j'ai envie de dire un peu comme Gaia X, qui puisse rattraper son retard grâce non pas à des subventions, et ça c'est un point très important parce que je pense qu'aujourd'hui les Européens, les sociétés européennes dans le secteur du cloud n'ont pas besoin de subventions, elles ont les technologies, elles ont besoin de contrats. Et c'est grâce à ces contrats qu'on pourrait faire émerger, pour le coup, dans quelques années, des leaders. Et je ne pense pas qu'il soit trop tard. Mais par contre, il ne faut pas attendre encore 5 ou 10 ans. Alors dans le secteur du numérique, on constate quand même ce dynamisme des entreprises de taille intermédiaire. Mais que peut-on faire de plus pour aller finalement dépasser ce plafond des 100 millions d'euros et permettre aux entreprises de devenir véritablement des acteurs mondiaux ? Alors, il y a plusieurs choses. On a parlé déjà des contrats. Je pense que c'est un élément clé. Si on ne fait pas travailler nos industries, il y a un moment ou un autre, elles ne pourront pas grossir. On le voit aussi aux États-Unis. Il y a eu le contrat JEDI, pour le coup, qui était le plus gros contrat dans le cloud réservé au ministère de la Défense. Il est parti un acteur américain et évidemment pas un autre acteur. Donc il faut déjà du contrat public et, j'espère, privé. Il faut évidemment avoir le financement. Parce que si on veut faire émerger ces grands du numérique, il faut des financements beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui et éventuellement aussi peut-être avec un Nasdaq européen qui permettrait, parce que c'est une des briques essentielles aussi pour pouvoir fluidifier le financement de ces entreprises. On peut aussi imaginer une régulation plus forte des GAFAM. Ouais. Parce que dès qu'une entreprise devient un peu trop grosse en Europe, un peu trop importante, on voit qu'elle est souvent rachetée pour éviter aussi de nuire à ces géants, soit chinois, soit américains. Voilà, ce sont des idées. Il faut évidemment faciliter l'émergence de ces acteurs, parce que si on veut avoir une indépendance numérique en Europe et ne pas dépendre des Américains et des Chinois, à un moment ou à un autre, il va falloir avoir sa propre industrie.
Merci Stanislas de Rémur. Je rappelle que vous êtes CEO de Woodrive. Et on retrouve tout de suite la présentation de l'étude sur le cloud européen avec Jean-Charles Ferreri, associé de chez KPMG, Global Strategy Group, en charge des activités TMT, mobilité et digital. À tout de suite. Bienvenue pour l'expertise où je reçois Jean-Charles Ferreri. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Vous êtes associé Global Strategy Group en charge des activités TMT et mobilité et digital. Et on va parler ensemble pendant les quelques minutes que nous avons de l'étude sur le cloud européen. D'abord sur le marché cloud et aussi également les autres marchés de la tech. Quelles sont les initiatives qui sont aujourd'hui possibles pour assurer le développement du marché européen et de ses champions français et européens? Alors, nous, on a fait notamment une étude sur le marché cloud, mais ça illustre pas mal d'autres thèmes qui peuvent concerner le reste de l'European Tech, l'industrie. Il y a 3 constats qui ont été faits sur le marché cloud qui sont intéressants. Le premier, c'est que déjà, on était sur un marché qui n'est pas mesuré et qui commence à être gigantesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 50 milliards, demain, ce sera 300 milliards, après, ça sera 500 milliards. Donc, on commence à être sur un marché qui dépasse l'émergent pour être dans un marché majeur. Le deuxième élément, c'est que on constate sur ce marché qu'il y a une très grosse dominance d'acteurs internationaux, mal mesurés, mal monitorés, et que ce n'est pas que lié à des sujets d'innovation. On a même pu démontrer que l'innovation n'était pas forcément le thème majeur, mais qu'il y avait aussi des sujets de pratique commerciale, d'embarquement de clients, de verrouillage de clients, qui peuvent poser des sujets qui doivent être débattus au niveau européen. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de règles qui s'appliquent sur le marché européen, où ces règles ne sont pas toujours appliquées de manière aussi rigoureuse que nécessaire par le marché et par les prestataires internationaux. Donc une fois qu'on a dit ça, dans les initiatives envisageables au niveau de l'Europe, nous, dans notre étude, on a détaillé 5 scénarios. Des scénarios qui vont de l'autorégulation et des bonnes pratiques de marché. On pourrait y revenir, c'est Gaia-X notamment, qui est connu. Oui. Mais des scénarios qui vont plus loin sur des nouveaux marchés qui, eux, restent entièrement accessibles aux acteurs européens, comme le marché du edge computing, comme le marché, je dirais, du cloud spécifique pour les services publics, et des scénarios également qui vont plus loin, qui demandent plus de prise de position de l'Union européenne ou des régulateurs, notamment sur des sujets de régulation qui pourraient être pertinents. Voilà. Je ne vous détaillerai pas les 2 autres qui vont jusqu'à des sujets de séparation structurelle ou fonctionnelle de grands acteurs. Mais voilà les grands thèmes. Donc il y a beaucoup d'initiatives possibles. Voilà, le chemin reste encore à baliser. Alors vous parliez des initiatives européennes, on a cité l'initiative Gaia, on peut parler également de l'initiative de l'ANSSI pour la France. En quoi ces initiatives sont fédératrices, contribuent à la naissance de cet acteur numérique européen? Alors, déjà ces initiatives ont le mérite de poser le problème. Gaia-X, c'est une forme d'autorégulation des acteurs qui se fédèrent pour s'engager ensemble à respecter des règles concurrentielles, des règles de portabilité, des règles commerciales, des règles tout simplement de respect du RGPD, de toutes les réglementations européennes qui vont bien. Ces initiatives, on voit que le simple fait qu'elles existent, qu'on en parle, ça a généré, si on prend les quelques derniers mois et indépendamment de notre étude, je dirais, il y a eu des prises de position des gouvernements, notamment en France. Il y a eu des prises de position d'acteurs privés qui se sont engagés à créer des clouds, entre guillemets, souverains, même s'il reste beaucoup à faire. Il y a eu des initiatives, Gaia-X peut être vu comme une initiative un peu fédéraliste, je dirais. Et puis il y a eu aussi des gros clients qui ont pris des engagements, je dirais, pour aller plus loin que ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce que ces initiatives peuvent nous permettre aussi d'avoir un rôle dans cette compétition mondiale? Le sens, c'est que oui. Par contre, le chemin reste long. Le chemin reste long. Il y a des leviers, il y a des freins encore à lever. Voilà, il y a des freins assez forts à lever. On voit que cette initiative, par exemple, fédéraliste Gaia-X, c'est une initiative d'autorégulation qui a énormément de sens, qui aura des effets, qui n'aura pas nécessairement tous les effets. Mais par contre, qui peut être mise en place à court terme. Si on va sur des initiatives qui peuvent être plus fortes de type régulation européenne, on sait que c'est des choses qui ne se feront pas avant 2023-2024.
qui demande à ce que les Européens se mettent d'accord sur des sujets de Digital Market Act, de Digital Services Act. Il y a un élément qui nous a beaucoup choqué dans cette étude, mais qui est illustratif de ce qui peut se passer dans le reste de la tech européenne, c'est que finalement, ce qu'on voit dans d'autres pays avec des notions d'exemplarité du service public, de fléchage des dépenses, se passe très peu en Europe, et très peu en France en particulier. Sur le sujet du cloud dans les services publics aujourd'hui, il n'y a pas de guidelines, il y a peu d'investissements, voire c'est compliqué quand on est un acteur du service public d'investir dans le cloud. C'est plus facile de dépenser en CAPEX qu'en OPEX, si je le dis en étant compliant, en étant en règle avec les règles, je dirais, d'achat public. Donc aujourd'hui, il y a un sujet de vitesse, il y a un sujet d'exemplarité, si je prends cet exemple-là, d'exemplarité et de fléchage des dépenses publiques. Et après, il y a un sujet culturel. Ce qu'on a également vu dans l'étude, c'est qu'au-delà du marketing qui est fait sur les couvertures fonctionnelles et le niveau d'innovation qui est fait par des grands acteurs internationaux, soi-disant très supérieur à ce qui est fait en Europe, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, et que finalement, les acteurs européens se défendent plutôt bien, y compris sur des sujets de périmètre fonctionnel. Merci Jean-Charles Ferreri. Je rappelle que vous êtes associé chez KPMG, Global Strategy Group, en charge des activités TMT, mobilité et digital. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les deux émissions en replay sur la plateforme Numéum et KPMG. Merci et à bientôt.